Did you know Nationwide is so much more than a great insurance company? They're one of America's largest financial services companies. Like how I'm more than just quarterback Peyton Manning, I'm also meditating Manning. For your insurance and financial needs, Nationwide is on your side. Nationwide Investment Services Corporation, member FINRA, Columbus, Ohio. OK. Hey, salut gang, bienvenue sur Écho de montagne. Le podcast où on vous jase de tout ce qui résonne avec la randonnée. Donc, vous venez d'entendre Catherine qui est une randonneuse de longue randonnée qui est en ce moment sur la Appalachian Trail. Et de mon boss, mon nom c'est Alex, je suis un cinéaste d'aventure et randonneur aussi, spécialisé aussi en longue randonnée. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va vous parler de nos sacs à dos. Comment qu'on pack le sac pour un sentier de longue randonnée. On n'ira pas dans la randonnée d'une journée. On parle vraiment de randonnée de 2 jours à une semaine, 1 mois, 3 mois, etc. Là. Donc, vraiment du backpacking. Mais avant tout, on aimerait ça prendre de tes nouvelles, Alex. Toi qui es au Québec, parle-moi donc de ce qui se passe ces jours-ci. En fait, je revenais un peu sur la dernière épisode. Je disais que depuis que je suis revenu, je suis pas mal resté à la maison. Puis au moment pratiquement d'enregistrer le dernier épisode, la fin de semaine qui suivait ou l'autre après, j'ai été te rejoindre sur en fait pas te rejoindre personnellement, mais j'ai marché sur tes pas de l'Appalachian Trail. J'ai été faire la traversée des présidentielles au New Hampshire. Donc j'ai été faire ça dans le fond en une journée là, de Madison jusqu'à c'est Jackson à la fin, je crois. Ouais, Webster? Non, Webster, je l'ai oublié. Je suis vraiment déçu, c'est le seul que j'ai oublié. Je les ai toutes faites à part Webster. Fait que c'est le seul qui me manquait. Mais je pense que c'est comme 2 kilomètres de plus, là. Fait que j'ai quand même atteint comme le 30 kilomètres puis 2600 mètres de dénivelé, quelque chose de même, là. Mais... Exact. Puis t'as manqué la pire descente aussi. Webster, je la recommande pas, la descente. T'as bien fait de sortir par Jackson. Mais puriste comme je suis quand je fais un sentier, j'aime ça le faire du début à la fin. J'aurais aimé ça le faire, mais en tout cas, fait que c'était très cool. C'était classique présidentiel Washington là, que des fois il faisait super beau, puis après ça t'arrivais à une place puis c'était juste un mur blanc parce que les nuages avaient décidé de s'en venir sur le top de la montagne. Mais ça a été quand même une très cool aventure. Puis étonnamment, ça c'est, tu sais, je me suis préparé mentalement à ça. Je reviens des Lofoten, Tour du Mont Blanc, fait que le corps il était là aussi là, mais ça a super bien été. Tu sais, j'ai fini la randonnée puis je suis comme, j'aurais pu continuer encore là. Je suis content à quel point que ça a bien passé. J'ai aussi brisé ma caméra là-dessus. Elle est morte. Elle est partie chez Sony en ce moment. On va voir ce qu'on peut faire avec échapper dans les boulders ou c'est l'humidité qui a eu raison? Non, c'est juste la manière que je filme, ma caméra est toujours sur trépied, puis là, le vent a décidé de pitcher le trépied à terre 2 fois durant la randonnée. La 2e fois a été fatale. Donc ouais. Donc ça, puis ça revient un peu à... J'ai sorti une vidéo cette semaine qui explique un peu... j'explique un peu pourquoi c'est si long des fois sortir mes vidéos, puis tout ce côté-là. Puis là, j'explique que cette année, je l'ai trouvé quand même dur parce que j'étais en Italie, il y a plein de choses qui se sont pas passées comme prévu, des sentiers qui étaient fermés, j'ai tué mon drone là-bas, fait que là, il a fallu que je travaille avec ça. Là, après ça, avec tout le gros rush de je rénove une maison, je travaille, je fais des édits vidéo, donc c'est un peu me sentir un peu trop là, comme il y avait trop de travail, fait que ça fait l'inverse, qu'à un moment donné t'as plus envie de rien faire, puis fait que j'ai expliqué un peu pourquoi des fois ça peut être si long, c'est que c'est ça, j'ai beaucoup dans ma vie des fois, puis des fois je pense que je suis un peu overwhelmed par tout ça là, mais tu as le droit de te reposer aussi. Ouais, c'est ça. Mais, en tout cas, là, sinon, aussi, l'autre grosse raison, c'est que là, c'est l'automne qui s'en vient, puis l'été, c'est jamais un bon moment pour sortir de la vidéo. Tu sais, tout le monde est dehors, tout le monde est sur ses sentiers, puis tout ça. Fait que je le remarque toujours dans mes chiffres de YouTube, dans le fond, que l'été, c'est là que j'ai la plus grosse baisse. Fait que
les gros projets, j'essaie de sortir automne-hiver parce que c'est là que le monde aime ça, être cozy à l'intérieur, tout ça. Donc, ce qui fait que là, dans les prochains mois, mettons, à partir d'ici jusqu'à cet hiver, tu sais, j'ai quand même la traversée des présidentielles, j'ai un trip de backpacking en Alberta, Colombie-Britannique, l'île Lofoten en Norvège, le Tour du Mont-Blanc, le West Island Way en Écosse, qui est la randonnée la plus populaire d'Écosse, et je dirais même pratiquement du UK au complet, et African Tail Way, qui est un autre randonnée en Écosse. Fait que j'ai tout ça qui s'en vient pour les prochains mois. Là, ça va, ils vont vraiment sortir un après l'autre bientôt, là, à partir de très, 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 très bientôt. Puis excellent. Puis j'ai essayé des nouvelles choses, en gardant mon style. J'essaie de me renouveler un peu parce que un moment donné, t'essaies de faire des choses de nouveau parce que sinon tu deviens assez blasé à créer toujours la même chose. Fait que en gardant le même style, j'essaie quelques nouvelles affaires. Fait qu'on à voir si vous aimez autant le résultat que moi. De ton bord, Catherine, la dernière fois qu'on s'est parlé, t'étais, je pense que tu sortais du New Jersey. Fait que là, t'as fait 4 États, puis de ce que j'ai vu, c'était assez plat du moins même depuis le Vermont, là, en fait, là. Ouais, ben, on est sorti du milieu sauvage, je dirais, là. J'en parlais un petit peu dans le dernier épisode. J'arrivais dans des États qui sont beaucoup plus près de la civilisation. Donc, j'ai passé déjà New York, New Jersey, Connecticut. Quand on s'est parlé, j'entrais en Pennsylvanie. Puis depuis qu'on s'est parlé, j'ai fini la Pennsylvanie, j'ai traversé le Maryland, qui était 2 jours, qui est pas très long. J'ai croqué le coin de West Virginia, la Virginie de l'Ouest, puis je suis débarquée en Virginie, puis j'ai parcouru tout le nord de la Virginie. Donc là, je suis arrivée en Virginie centrale. La Virginie, ça représente 25% de l'Appalachian Trail, donc wow. Ça va être un long état. Je suis pas sortie du bois. Puis oui, en fait, j'ai eu vraiment un petit creux mental, surtout en rentrant en Virginie. Souvent, les gens parlent sur l'Appalachian Trail des blues de la Virginie quand ils arrivent vers le nord. Et là, je le comprends parce que j'ai commencé par cette section-là, le parc national des Shenandoah. Et c'est pas plat, dans le sens, je fais quand même 1000 mètres de dénivelé par jour, OK? C'est juste pas une sensation de montagne. On est sur des collines, on est plus en campagne. J'ai traversé le parc des Shenandoah et le sentier est extrêmement monotone. C'est-à-dire que pendant 105 miles, donc c'est plus que 160 kilomètres, le décor est pareil. On parle d'un green tunnel. J'adore le tunnel vert de l'Appalachian Trail, mais là, c'était comme gris. Okay. Puis il y a ce qu'on appelle la Skyline Drive qui longe l'Appalachian Trail dans cette région-là, qui est une route scénique pour les véhicules, les VR, les motos. Fait que le bruit de fond, c'est des automobiles, c'est des motos, c'est des VR. Donc, tout le long de ces 105 miles-là, 170 kilomètres ou je sais pas quoi, on entend les autos, on n'a pas vraiment de point de vue, on est dans un tunnel de sentier assez monotone, merci, assez large, avec énormément de touristes parce que c'est un parc national et on était là pendant le week-end. Donc, j'ai vraiment eu un petit découragement, là. J'ai un petit peu perdu la flamme. Mon amour de l'Appalachian Trail s'est un peu fané pendant cette section-là. Mais maintenant que je suis sortie des Shenandoah, j'arrive plus proche du centre de la Virginie. Ce qui s'étend devant moi, je crois que ça va être mon bout préféré de toute l'Appalachian Trail. Je commence à regarder un petit peu la carte là, de ce qui m'attend. Je vais traverser ce qu'on appelle le Virginia Triple Crown. C'est les 3 attraits, si on veut, de sentiers, les 3 icônes de la forêt en Virginie, qui sont les Tinker's Cliff, qui sont des falaises sur le long des montagnes, le long des Appalaches, en fait, en Virginie. Okay. Ensuite, il y a le fameux McAfee Knob qui m'attend dans moins d'une semaine. Donc ça, c'est l'endroit le plus photographié de l'Appalachian Trail. Puis ensuite, le Dragon's Tooth, là, qui est une formation rocheuse assez abrupte aussi, là, qui va mettre un peu de piquant sur le sentier. Fait que ça va être... ce qui s'étend devant moi va être vraiment intéressant. Fait que ma motivation, elle revient tranquillement. Ouais, un peu le retour aux montagnes, là. Retour aux montagnes, oui. On le voyait déjà cette semaine dans ce que tu publiais, là, dans ceux qui te suivent au jour le jour dans tes stories Instagram, là. On le voyait déjà que tu recommençais déjà à revenir dans les montagnes, là, puis je pense que tu le mentionnes que ça fait du bien, là, même dans tes stories, là.
Ah oui, se sentir un peu plus haut, se sentir un peu plus isolé, de plus entendre le bruit de la route. Puis on commence à retrouver des sources d'eau naturelles aussi, ça fait du bien parce que la Pennsylvanie était extrêmement sèche. Puis les seules sources d'eau qui coulaient étaient contaminées, un peu comme l'État de New York. Donc ça fait du bien de retrouver des ruisseaux de montagne qui coulent, puis d'entendre l'eau, puis d'être replongé dans une nature un peu plus intacte. Ouais, ça, de pas avoir à te fier juste sur les établissements pour l'eau, là, c'est toujours fun. En parlant d'eau, je pense que c'est hier, j'ai vu que Ophélia t'a frappé, là, donc la tempête tropicale là, qui a frappé, de ce que j'ai vu, en Virginie et en Caroline du Nord. Donc, je lisais que, dans le fond, jusqu'à aujourd'hui, il pouvait avoir jusqu'à 13 centimètres de pluie qui tombe sur la Virginie. Puis je pense qu'il a goûté hier, là. Oui, on était en plein. Ophélia nous a passé dans la face hier, pas mal toute la journée, je dirais. À partir de minuit, là, dans la nuit de vendredi à samedi, je m'étais installée dans un beau petit campement le long d'une rivière. Puis à partir de minuit, la pluie s'est mise à tomber. Ma tente, bon, je suis restée au sec là, mais tout était mouillé dehors. Puis j'ai pacté ma tente mouillée. J'ai marché dans la pluie. Puis on montait vers Bluff Mountain, qui est quand même un autre point assez haut. Donc, en montant, plus on monte haut, plus le vent se déchaîne, plus on est exposé. Puis je me suis ramassée sur la crête avec des vents assez violents. Puis la pluie, écoute, on a eu la matinée d'hier matin, là, samedi matin, on a eu comme 2,6 centimètres en peu de temps, là. C'est beaucoup. C'est quand même beaucoup de pluie mélangée à des vents violents. Fait qu'on y a goûté, puis plus je montais sur la crête, plus je m'inquiétais parce que là, les arbres commençaient à danser de plus en plus violemment, puis on commençait à recevoir des bouts de branches, des débris. Vraiment, Ophélia nous lançait plein de choses par la tête. Puis ça devient quand même inquiétant parce qu'un arbre, recevoir un arbre sur la tête, ça peut être fatal. Donc on était un peu en danger, fait que j'ai décidé, rendu sur la crête, de prendre un petit sentier de côté. J'avais vu sur la carte qu'il y avait un sentier de sortie, si on veut, là, à ma gauche, qui descendait un peu plus vite dans la vallée, puis qui finissait le long d'une route en gravier. Donc j'ai décidé de piquer à gauche et de descendre plus rapidement pour me mettre à l'abri du vent. Puis le sentier était beaucoup plus large. C'est une ancienne route de pourvoirie ou de parc, de patrouilleur de parc, j'ai l'impression, là, une route d'évacuation, finalement. Fait que je me suis évacuée par cette route-là qui était plus large, fait que ça me permettait au moins de pas avoir les arbres au-dessus de la tête qui me menacent de me faire tomber des branches dessus. Fait que ça a été une petite péripétie. On s'en est sorti indemne, on est arrivé au parking en bas à l'heure parce qu'on avait quelqu'un qui venait nous chercher, en fait. Un de mes amis qu'on a rencontré dans le Maine. Ça faisait longtemps qu'on marchait avec lui, puis malheureusement, lui, rendu dans le New Hampshire, il a eu une pneumonie, puis il a été obligé de sortir du sentier puis rentrer à la maison. Et sa maison se trouve tout près de l'Appalachian Trail, exactement où on était hier. Wow. Donc, il est passé nous chercher avec un cooler plein de bière, puis il nous a ramenés chez lui pour nous mettre à l'abri. Fait qu'on a passé la soirée au sec, alors que Ophélia se déchaînait dehors. Fait qu'on tout est bien, qui finit bien. C'est un hasard parfait qui habite exactement à la place que vous avez eu comme un déluge total. Donc, exact. Ça finit bien la journée. Ça faisait quelques jours que je l'avais contacté pour lui dire hey, on s'en vient dans ton coin, puis il nous avait fait promettre de s'arrêter en chemin, puis on est tombé pile au bon moment. Il nous a sorti de la tempête. Fait que ça a été un super bon timing. Ouais, puis ça revient à ce qu'on disait dans le dernier épisode. C'est le fun d'avoir ce focus-là pendant une journée comme ça, tu sais, qui pleut toute la journée, de focusser sur OK, mais quand j'arrive à ce parking-là, je sais que j'ai une place au sec qui m'attend. Là. Exact. Ouais, parce que je me serais pas vue remonter ma tente. Elle était détrempée, là. Je m'imaginais, parce que ça peut arriver, puis ça va arriver. Je vais devoir remonter ma tente un soir alors que je grelotte de froid, puis essayer de me mettre au sec, mais que j'étais heureuse de pas avoir à le faire ce soir-là. Ouais, puis on va suivre tout de suite là-dessus, là, puis pour remonter la tente quand il pleut comme ça, pis tout ça, tout va à la manière de pacter son sac à dos. Oh yeah, le sujet du jour. Le sujet du jour. Donc, comme que je parlais en intro, c'est vraiment, ça va être pour un sac à dos de backpacking. Donc, on n'ira pas dans la randonnée d'une journée, dans le fast packing, dans
c'est ça. Je pourrais en énumérer d'autres, là, mais on va vraiment y aller dans randonnée de 2 jours et plus parce que, selon moi, quand tu pars pour 2 jours, 7 jours, 1 mois, c'est le même sac à dos. La seule chose qui diffère, c'est la nourriture. Parce que après ça, que t'apportes une tente, un sleeping bag pour 2 jours, ou une tente, un sleeping bag pour 7 jours, ben c'est la même tente puis le sleeping bag. T'as pas une tente sleeping bag pour chaque jour que tu pars. Là. Donc pour une nuit ou 160 nuits, c'est le même matériel. Exactement. Donc après ça, la seule chose qui diffère, c'est ce que tu vas croiser comme environnement puis la nourriture que t'apportes. Donc on va partir là-dessus. T'as fait un peu de recherche, Catherine, puis là tu nous as sorti les 5 grands styles de sacs pour le backpacking. Donc je vais te laisser énumérer ça, puis on va parler un peu de quelques modèles au travers de ça pour que tout le monde se situe dans ces styles-là. Oui, on va vous donner des exemples. En fait, les 5 grands types de sacs, si on veut. Si on retourne dans l'histoire, il y a le fameux sac armature externe. Je sais pas si ça se vend encore. Je sais qu'il y a une petite vague de popularité là, à avoir des sacs un peu plus vintage avec l'armature externe. Ce que c'est, dans le fond, c'est vraiment un frame en métal ou en carbone. Ou en fait, c'est une armature très rigide, là, généralement en métal, parce que ça date des années quand même 70, 80, début 90. Donc, le premier type, ce serait ça, les armatures externes, plus lourdes, plus rigides. Le deuxième type, ce serait ce qui est apparu un peu dans les années 90, les armatures internes, même, je dirais, les années 80. Armature interne, c'est les sacs qui ont une structure, mais qui est cachée, qui est dissimulée à l'intérieur du sac. Donc, les Osprey de ce monde, Gregory, Deuter, très populaires encore à ce jour. Tout ce qu'on trouve en magasin grande surface va pratiquement être seulement que du sac à dos interne, de l'armature interne. Exact. Ouais. Je pense pas qu'on trouve encore des armatures externes, là, à moins de fouiller sur Marketplace ou eBay. Mais les armatures internes sont le modèle par excellence pour la longue randonnée qu'on peut trouver dans les grands magasins de plein air. Ouais, puis avec raison, là, ces sacs à dos-là, c'est, moi j'appelle ça des Cadillacs sur tes épaules, là, tu sais, ils sont souvent très bien padés, puis ils ont souvent un espace entre le dos puis le sac à dos, donc qui respire. C'est très confortable. Mm-hmm. Par contre, si on suit vers ce qu'on s'en va par la suite, c'est souvent un petit peu plus pesant que les prochains modèles qu'on va énumérer. Ouais, ben en fait, on tombe aussi il y a les modèles inverses, donc sans armature, qui est les modèles de longue randonnée en ultralight. Là. Les gens qui randonnent en ultra léger ont souvent des sacs qui sont sans armature. Mm-hmm. Comme les marques Hyperlight font des sacs sans armature. Il y en a, écoute, il y a une dizaine de marques là, qui en font. Durston en fait un très bon. Mountain Laurel Design, Granite Gear, Light AF. Donc, plein de petites marques américaines là, font des sacs de longue randonnée sans armature, qui sont plus pour l'ultralight, qui sont pas conçus pour transporter plus de 20 livres, incluant la nourriture. Donc, faut pas s'attendre à traîner plus de 20 livres dans ces sacs-là parce qu'on vient perdre beaucoup de confort. Il y a vraiment pas de structure là, dans le sac. Ils ont quand même une ceinture de taille. Donc, le poids va quand même être réparti, mais il n'y a pas la structure interne qui vient permettre de transporter plus de poids. Mais ce qui sont intéressants, par contre, contrairement à la plupart des sacs à dos avec armature interne qu'on trouve dans les magasins, c'est que les 3 prochaines catégories qu'on va mentionner, en fait, surtout deux de ceux-là, oui, souvent, ils viennent avec une ceinture, mais la ceinture peut s'enlever vu qu'on parle souvent de quelque chose qui tire plus vers le ultralight, donc ça laisse plus de choix à la personne qui utilise le sac à dos. Oui, parce qu'il y a plusieurs personnes qui font ce qu'on appelle, comme tu dis, du fast packing. C'est de la randonnée sur plusieurs journées, mais ces gens-là vont porter un sac qui est similaire à un sac d'un jour ou qui ressemble à un sac de course en sentier, donc un sac d'hydratation. On appelle un sac de fast packing, un sac de plus petit format, sans structure et sans ceinture, ou avec une ceinture qui s'enlève. Ouais. C'est vraiment le léger. Là. Avec souvent une veste au niveau du torse, là, donc qui ont des poches aux épaules, vraiment un mix entre un sac à dos et une veste de course, là. Oui, exact. Où on peut, il y a quand même de la place pour mettre une bâche ou quelques items dans le dos avec ces 2 bouteilles d'eau en avant, là. Ouais, mais il n'y a pas de ceinture de taille. Fait encore une fois, on peut pas traîner plus que, je sais pas moi, 10 livres avec ça. Ouais, non, c'est très minimaliste, là. C'est souvent, comme tu dis, du monde qui veulent y aller vite,
qui vont souvent soit dormir dans des abris au travers le sentier ou qui vont y aller très très minimaliste dans leur kit, donc soit du cowboy camping ou des trucs dans ce style-là. Là. Donc ils traîneront pas la grosse tente avec ça. Là. Puis le dernier, non le moindre, la catégorie qu'on va développer un peu plus avec vous aujourd'hui, ce sont les sacs à armature interne légère. Donc, on parle pas d'un gros frame interne comme les Osprey, les choses comme ça, mais c'est un sac avec quand même une petite structure, souvent en aluminium, en tige d'aluminium ou en carbone, qu'on peut enlever si on le préfère. Mais c'est des sacs qui gagnent beaucoup en popularité, puis je dirais que c'est ce qui est le plus utilisé en très longue randonnée. En tout cas, ce que je vois autour de moi, mettons sur l'Appalachian Trail, les sentiers de longue randonnée, ça serait la catégorie de sacs la plus populaire là, pour la très longue ou la longue randonnée. Donc, on appelle ça armature interne légère. Les marques qui ont ce genre d'armature-là, on parle de Z-Pack, avec une petite armature en carbone. ULA, le sac que j'ai, on va en parler plus tard, qui a une petite structure aussi en forme de U qui vient donner un peu plus de corps au sac. Gossamer Gear font des sacs comme ça. Hyperlite font une série de sacs comme ça avec une petite structure interne. Mm-hmm. Donc, ça les rend quand même super intéressants parce que c'est des sacs qui ne pèsent presque rien, sont super légers, mais ils ont quand même du corps, ils se tiennent bien. Ouais, puis c'est des sacs qui ont commencé à faire apparition dans les magasins de grande surface. Si on prend Hyperlite se retrouve maintenant au Canada chez MEC. Donc, ils deviennent de plus en plus accessibles. Oui, ils sont plus dispendieux que d'autres sacs à dos, mais sont rendus quand même plus accessibles qu'autrefois, que t'étais obligé de les commander des États-Unis. Puis dans le même sens aussi, il y a de plus en plus de compagnies canadiennes qui font ce genre de sacs-là. Donc Thurston? Ouais, Thurston. Donc des petites compagnies de ultra légers au Canada. Mm-hmm. Donc si on y va avec ta maison, on va commencer avec ta maison sur ton dos, Alex. Parle-nous du modèle que toi t'as choisi ou des modèles que t'as choisi, ton cheminement au niveau du sac à dos. Ouais, ben en fait moi je me retrouve dans le interne légère qu'on parlait. Donc, j'ai un Superior Wilderness Design. Le modèle, c'est le Long Haul, puis c'est un 50 litres. Ça, c'est mon sac à dos, je dirais, qui fait pour moi backpacking pas mal à 100% du temps. Puis je tiens à faire un astérix là-dessus. On va parler backpacking, là. On enlève l'hiver là-dedans, parce que l'hiver est un autre monde. Des fois, ça prend plus de place. Ce sac à dos-là, pour moi, va faire l'hiver si je fais du camping d'hiver, mais je peux pas étirer trop de journées parce que ça prend extrêmement plus de nourriture et tout ça. Fait que le 50 litres, on va parler de printemps à automne ou température que pas besoin de trucs supplémentaires. Donc, 3 saisons. Ouais, c'est ça, exact. Donc, c'est ça, c'est un 50 litres. Comme je dis, moi, ça fait pas mal pour tout. Si je pars moins longtemps, mais la plupart de ces sacs à dos-là qui sont internes légères vont être en roll top qu'on appelle. Donc, c'est au lieu d'être un zip, comme la plupart des sacs à dos qui ont des armatures internes qu'on retrouve dans les grands marchés, celui-là, c'est un top qu'on roule. Donc, ce qui fait que son moins est plus ajustable à la grandeur. Donc, si on n'a presque rien dedans, mais on a juste à le rouler plus serré, puis il y aura pas de l'air lousse pour autant. On le roule, puis on serre les straps, puis c'est tout. Puis à l'inverse, si on a plus de stock, on le roule moins. Des fois, je vais être vraiment à la limite de ce que je peux mettre dedans. Mais il va être ajusté jusqu'au top, roulé minime, mais il va tenir quand même, puis ça fait que je peux vraiment accoter puis aller à le plus de journées que je peux. Vraiment plus versatile, parce que les autres sacs à armature interne, l'armature, elle est là, elle est souvent très haute, puis il y a souvent ce qu'on appelle le cerveau du sac, là, qui est le sac sur le top, ce qui fait que quand on le remplit pas complètement, il perd un peu de sa forme, puis il est pas super agréable à traîner. Fait que oui, c'est un super avantage des sacs qui sont vraiment une grande poche que tu peux diminuer là, si tu n'utilises pas tout le volume. Ouais, exact. Puis dans le fond, comme qu'on parlait tantôt, celui-là, il y a les armatures que je peux l'armature que je peux enlever. Donc, ce qui me permet de si je pars, par exemple, juste un trip de quelques jours, je vais rejoindre un ami en Alberta, ben je suis capable de le pacter en conséquence que qui va rentrer dans l'avion, parce que avec le frame, sinon il
juste un petit peu trop grand pour l'avion, mais là, en enlevant ça, je peux le rouler assez qu'il va rentrer avec moi dans l'avion. Donc, c'est un autre petit avantage. Puis pour finir ce sac à dos-là, et le pourquoi j'ai été vers ça, c'est que c'est un sac à dos que j'ai fait faire custom. Donc, ça fait déjà quelques années que je fais du backpacking. Donc, j'ai pris de l'expérience. J'ai commencé avec un sac à dos, en fait, qu'on parlait de grande surface. Donc, mon premier sac à dos vraiment de backpacking, c'était un Osprey Atmos 50. Donc, comme je parlais, moi, ça, c'est de la Cadillac, là, tu sais, c'est tellement rembourré, là, tu sens absolument rien. Mais, malgré que c'est ultra confortable, on parle d'un sac à dos de presque 5 livres, contre, là, en ce moment, je suis à un sac à dos de 2 livres si je mets tous les attachements dessus. Wow. Puis, dans le fond, on parle d'un sac à dos en nylon contre un sac à dos en je sais pas s'il est en Dynama ou le mien ou il est en je pense que c'est un nouveau matériel là qui est Ultra. comme un mix de X-Pac, je pense, quelque chose de même. Ah oui, qui est comme quadrillé, là, il y a une texture. Ouais, exact. Donc c'est deux déjà là on sauve extrêmement de poids, mais l'avantage de un contre l'autre, c'est qu'il y en a un qui va pas aspirer l'eau. Donc le Osprey, ce qui va arriver, c'est qu'il va falloir une housse imperméable dessus. Puis même là, mais comme les bretelles, l'eau a fini par rentrer dans le dos, tu sais, le sac va aspirer de l'eau à quelque part. Mais la grosse raison pourquoi j'ai changé vers ça, c'est que je déteste arrêter et repartir. Tu sais, il mouille, ok, je vais mettre la housse. Là, ok, bon, il arrête de mouiller, j'enlève la housse parce que là, je suis plus capable d'atteindre ma bouteille d'eau sur le côté parce qu'il est recouvert par la housse. Fait que quand j'ai commencé à faire de la longue randonnée, je me suis vite tanné de ce mode-là. Donc, je me suis dit, prochain sac à dos, il va être Un peu plus, un peu plus imperméable. Ouais, c'est ça. C'est que là, en ce moment, j'ai eu aucunement besoin de mettre une housse. Le sac à dos, le matériel est étanche en tant que tel. Il était pas seal, donc les coutures étaient encore... L'eau pouvait rentrer. Moi, je l'ai scellé moi-même avec une colle à tissu, dans le fond, qu'on peut acheter dans la plupart des magasins grande surface, puis qui vendent dans aussi la plupart des compagnies de ultralight vont vendre. Donc, j'ai scellé toutes les coutures. Je vais dire, c'est pas 100% parfait. Il y a un peu d'humidité qui rentre, mais ce qui va aller vers ce qu'on va parler après ça, comment qu'on pack à l'intérieur pour la suite. Je vais te laisser, Catherine, parler de ton sac à dos, puis après ça, on va visiter le tien. On va visiter tout au complet. Fait que tu vas avec quoi, toi? Présentement, mais je peux commencer avec ce que j'avais quand j'ai commencé à faire de la longue randonnée. Mon premier voyage de longue randonnée, j'étais partie avec un sac que j'avais pour le voyage. Tu sais, un sac d'auberge de jeunesse, là. C'était un sac à dos de la marque Maison d'un magasin grande surface, donc en grosse toile, qui absorbe toute l'eau possible, qui était pas très volumineux. Je crois que c'était un 45 ou c'était même pas écrit, là. C'était pas un sac qui était vraiment conçu pour la longue randonnée. Il y avait quand même une ceinture de taille. J'ai fait un trip de backpacking avec ça. Puis après ça, j'ai commencé à magasiner, faire mes recherches. Puis dans ce temps-là, Z-Pack venait de sortir, ou ça faisait pas très longtemps qu'il avait sorti son sac à dos avec une petite armature en carbone, super léger. Fait que j'avais fait l'acquisition d'un Z-Pack Arc Blast, le Arc Blast, qui était vraiment comme qui touche pas le dos, là. Il y a comme une armature en forme que tu peux mettre un peu de tension, puis ça fait que ça touchait pas le dos. Ouais, qui est un des rares. Qui est un des rares dans le ultra léger qui a une armature qui a un arc dans le dos, là, parce que la plupart vont être collés complètement comme le dos, là, contre le dos. Exact. Donc c'est un des seuls qui avait ce système-là, qui est très fragile quand même. Ça a comme ses avantages, ses inconvénients. C'est un sac qui est fait en matériaux très légers, donc très fragile. Il m'a quand même duré un bon 5 ans. Ce qui est quand même bien pour ce type de sac-là, étant donné la fragilité des matériaux puis la vie dure que j'y ai fait subir. Il est décédé de sa belle mort sur la PCT. Donc, il y a vraiment le plastique des attaches commençait à lâcher. J'y ai fait la vie dure, là, dans les Sierra Nevada. On parlait de randonnée d'hiver. Ben, j'ai traversé les Sierra quand même avec ce sac-là qui était pas conçu pour traîner autant de poids. Puis on était obligé d'avoir un baril à ours. Donc, c'est déjà quelque chose que ce sac-là n'est pas conçu pour traîner. Ça se fait. J'ai réussi quand même à le pacter.
mais je l'ai rempli outre sa capacité. Donc, après sa mort, je l'ai remplacé par ce que j'ai présentement, qui est vraiment un hybride que j'adore. C'est ULA. C'est le modèle circuit, qui est un 55 litres, je crois. Il pèse à peu près 2,1 livres, là, un petit peu en haut du 2 livres. Puis il y a une structure interne que je peux retirer si je veux aussi, un peu comme le tien. Puis il est en matériau qui est complètement étanche. Donc ça s'appelle du ultra, fait que c'est vraiment l'eau va perler dessus. Donc j'ai vraiment, comme toi, pas besoin de traîner une housse là, pour mettre par-dessus. C'est un sac qui est fait en matériau beaucoup plus durable que le Dyneema, qui va pas résister à l'abrasion puis au frottement aussi bien. Donc même chose, j'ai c'est vraiment une grande poche avec un roll top. Faudrait trouver l'équivalent en français, mais le top qui se roule et qui vient se clipper de chaque côté du sac. Avec une poche flexible à l'avant, puis vraiment une ceinture de taille avec 2 petites poches de côté. Donc, c'est le modèle que j'utilise et que j'aime et que je vais probablement garder encore quelques années parce qu'il est encore presque neuf. Là. Ouais, puis ça me fait penser en fait ce que tu dis, puis le mien va dans ce sens-là aussi. La plupart des compagnies de ultralight qui font ce genre de sac à dos-là vont avoir plusieurs options. Donc, ils vont avoir le modèle le plus ultralight possible, donc qu'on parlait tantôt, sans rien du tout, sans armature. Mais il va y avoir des modèles aussi avec armature qui vont rester avec le même tissu ultralight. Mais sinon, moi je me connais, je sais, je fais zéro attention à mes choses. Là. Je suis rough avec mon stock. Puis tu sais, je vais passer dans des sentiers des fois étroits que les branches vont me frapper de toutes les bords. Donc je voulais quelque chose un peu plus solide. Parce que tu sais, j'étais habitué avec mon ancienne Cadillac là que c'est un sac à dos en nylon épais que oui, il va finir par avoir quelques trous ici et là, mais c'est très résistant. Donc, j'ai pris un Superior Wilderness Loft, puis comme je dis, même Hyperlight Loft aussi, tout ça, ils ont la version toujours aussi un peu plus blindée, si on veut, donc qui est le même matériau qu'ils utilisent, mais qui est un peu plus épais. Mm-hmm. Donc, ce qui fait qu'il est mieux pour l'abrasion, qui est mieux pour les perforations, puis tout ça. Donc, il y a toujours cette option-là qui peut faire un bon hybride, je trouve. Oui, tout à fait. Donc, partons, on va éplucher ça, on va déshabiller ça, ce sac à dos-là. Oui, en fait, comment tu l'habilles, comment tu le remplis ton sac au quotidien quand tu es en longue randonnée? OK, donc, je vais commencer avec un liner à l'intérieur. Donc, là, il y a plusieurs options qui existent, mais je vais y aller avec ma façon. Donc, je commence avec un sac en Nyloflume, je pense que ça s'appelle. Nyloflume? Dans le fond, c'est comme un sac de poubelle, mais plus résistant, plus léger. Ouais, c'est ça. Ça ressemble à un sac de plastique transparent, mais comme tu dis, c'est plus léger, plus résistant. Là, c'est quand même assez stiff comme sac. Là. Donc, ça, je mets ça à l'intérieur pour commencer. Ensuite de ça, je mets mon sac à dos, pas mon sac à dos, mon sleeping bag dans le fond complètement. Je suis le genre de personne qui le met sans rien du tout. Mon sleeping bag, il est juste loose dans le fond de mon sac et pas dans un sac de compression, rien de ça. Quand même protégé dans ta housse de Nyloflume, dans ta housse exactement. Mais c'est juste que pour pacter avec le sac à dos que j'ai, la forme qu'il y a, en essayant des trucs, j'ai trouvé que c'était la manière qui allait le mieux, c'est qu'il faut juste épousser le fond de mon sac. Mm-hmm. Épouser le fond de mon sac. Donc, au travers de ça, tu sais, je le mets là, je mets mon tapis de sol aussi, qui est un Nemo Tensor dans le fond. J'apporte toujours un liner aussi. Je sais que c'est les gros fans de ultralight vont comme, mais là, t'as pas besoin, t'as déjà un sleeping bag, mais blablabla. Mais j'aime ça tient mon sleeping bag propre, parce que le but est de laver pas trop souvent ton sleeping bag, parce que c'est ça qui finit par le maganer. Fait que ça, c'est comme une housse, dans le fond, un liner, c'est une housse que tu peux porter sur toi dans ton sleeping bag. Un peu comme un drap, mais refermé sur lui-même. Exact. Un drap qui a la forme du sleeping bag. Donc là, il y a plusieurs épaisseurs à ça, là, tu sais, dépendant à quelle température que je vais, j'en ai plus qu'un, là, donc s'il fait plus froid, j'en ai un plus épais, s'il fait moins froid, juste un de base. Puis l'autre avantage que je vois à ça, c'est que quand je dors, je suis souvent du genre à avoir très chaud parfois, donc ça peut m'arriver de me réveiller un peu en sueur.
Donc, j'aime mieux être là-dedans à ce moment-là que être dans le matériau du sleeping bag que t'as l'impression de coller un peu dessus, là, par bout, là. En tout cas, fait que ça, c'est ma préférence personnelle. Donc, okay. On continue le sandwich? Ouais, exactement. Une fois que ça c'est fait, je ferme ce sac de Nylofume au complet. Donc, je le referme contre lui-même, je le roule. Puis ça fait un premier sac dans le fond. Qui reste au sec. Fait que ton sleeping sec. bag, ton matelas de sol et ton liner, ton système de dodo est vraiment complètement au sec dans ce liner-là. Ouais, puis lui, il est tout ensemble, il n'y a rien d'autre qui va là-dedans. Okay. Donc, ensuite de ça, je rajoute un autre sac de Nylofume. Comme ça, si j'ai à prendre quelque chose dans ce deuxième sac-là, puis qu'il pleut, exemple, ben, s'il y a de l'eau qui rentre dedans, ben, elle ira pas jusqu'à mon sleeping bag. Mm-hmm. Donc, c'est un peu ma pensée derrière ça. Donc, à partir de là, je mets la nourriture dans le fond. Là, je sais que je vais commencer à... Il y a peut-être du monde qui vont être upset contre moi, là, puis qui vont penser que je fais pas ça de la bonne manière, mais je vais expliquer ma manière. C'est ta manière à toi. C'est ça. C'est que dans la journée, je mange rarement des repas. Donc, je vais manger que par des collations. Donc, en commençant ma journée, je vais mettre tout ce que j'ai besoin à l'extérieur, facilement accessible. Ce qui fait que mon sac de nourriture, j'en ai plus besoin jusqu'à temps que j'arrive au campement le soir. Donc, c'est pour ça qu'il va à cet endroit-là, étant donné que c'est une des choses les plus pesantes que j'ai dans mon sac. Mm-hmm. Comme ça, il est pas mal centré. Puis, je sais que j'ai pas besoin d'y retoucher. Tu sais, dans le jour, c'est pas une des choses que je vais avoir besoin d'avoir accès. Donc, ça va là. Je mets, après ça, ça va être dans un sac à ours, là, tu sais, un sac à nourriture en Dynéma, donc ultra léger. Puis j'en ai trouvé un qui est parfait pour la grosseur de mon sac à dos, là. C'est un de Montreal, la compagnie québécoise de ultralight. Puis il est exactement la largeur de mon sac à dos. Donc, tu sais, il rentre, c'est comme un morceau de casse-tête qui rentre directement dans mon sac, là. Fait que ça a tombé un bon hasard comme ça. Ensuite de ça, je mets un autre sac en Dynéma avec batterie, carte mémoire électronique, équipement de caméra, tu sais, tout mon spare. Ton sac d'électronique, là. Mon sac d'électronique. Puis ça, c'est une chose que les fans de caméra pis tout ça, on va pouvoir vous allez peut-être vous retrouver un peu plus dans mon sac à dos, là. Je vais vous dire quelques trucs par rapport à mon stock de caméra. Donc, tout mon sac d'électronique là-dedans, je referme ça. Ça va facile d'accès s'il y a quelque chose, c'est batterie, si j'ai besoin de quelque chose, c'est presque sur le dessus. J'ai un autre petit sac en Dynéma qui va être mes extra vêtements. Donc si tu sais, on en parlait dans le deuxième épisode, je pense, nos vêtements, mais je suis assez minimaliste, fait que j'ai pas besoin de grand chose. Ça peut être c'est vraiment un tout petit sac qui va, tu sais, que je vais enlever toute l'air dedans, puis qui va être, ça va être rendu une petite boule de briques, là. Donc, tu sais, que ça soit puffer ou une veste ou des petits gants, quelque chose de même. Ça va être dans un petit sac comme ça que je resserre. Je mets ça là-dedans, puis dans le même pratiquement espace, là, ils vont comme être les trois un côté de l'autre. Le dernier, c'est mon petit sac d'hygiène. Donc, un autre petit sac en Dynéma super léger avec, tu sais, brosse à dents, des pastilles de dentifrice, le papier de toilette, la petite pelle à caca, puis ces choses-là. Là. Excellent. OK. Donc, une fois tout ça fait, là, je sais, c'est là qu'il y a beaucoup de monde qui sont pas d'accord. Ben, ma tante, elle va sur le dessus. Puis, la raison pourquoi ma tante va sur le dessus, c'est que ma tante est sûrement le morceau d'équipement qui pèse le moins de tout mon sac à dos. Donc, tu sais, ça sert à rien que j'aille le mettre, que je l'éparpille à quelque part dans le sac à dos. C'est le plus léger, fait que tant qu'à être le plus léger, je le mets sur le dessus, c'est lui que je sentirai pas, tu sais, il me traînera pas par derrière puis tout ça. Puis si j'ai besoin d'avoir accès à mon sac, quelque chose dans mon sac, ben tu sais, c'est juste un morceau que j'ai à enlever, j'ai pas comme plein d'autres trucs à enlever là, donc juste un morceau puis après ça j'ai accès au reste. Puis ce qui fait que quand j'arrive le soir au campement, ben la tente est directement sur le dessus, c'est la première chose que je sors. Puis après ça, pareil, tu sais, je disais mon linge d'extra, il est là. Fait que s'il fait froid, ben ok, je sors la tente, je prends le sac de linge, j'ajoute une veste ou un puffer de plus pour rester au chaud, puis je monte ma tente tout de suite, puis après ça, ben je mets tout dans la tente jusqu'au matelas sleeping bag à la fin, que c'est la dernière chose que je sors parce que c'est une fois que t'es dans la tente que tu vas être à l'abri quand tu sors ces choses-là. Faut que ça reste.
Exactement. Donc, si on va, ensuite de ça, là, tout ça est fermé. Le deuxième, je referme le sac de Nylofume que je parlais. Le deuxième. Puis après ça, ben, je roule mon sac à dos bien serré. Je referme les straps. Ce qui est le fun avec le sac à dos comme que j'ai, je l'ai fait faire custom. Donc, j'ai ajouté, la plupart de ces sacs à dos-là vont avoir soit 2 straps sur le côté quand on roule, on va clipper sur le côté, mais il y a aussi l'option d'avoir une par-dessus. Donc, il se reclippe sur lui-même, finalement. Comme un sac étanche. Oui, exact. Mais il y a aussi, j'ai un autre clip qui part, mettons, derrière de mon dos, puis qui va clipser en avant, en Y. Okay. Donc, ce qui est le fun avec cette ganse-là, c'est les ganses que je cherchais depuis tantôt, je tournais en rond. Une sangle aussi. Ouais, donc c'est que si j'ai de l'équipement d'extra ou comme tu parlais, mettons un bear canister, quelque chose de même, puis que je veux pas que ça rentre à l'intérieur parce que ou j'ai plus de place ou que tu sais je pars vraiment longtemps, mais c'est que avec cette sangle en Y là, mais je peux attacher quelque chose d'autre sur le dessus de mon sac à dos. Donc, que ça soit un bear canister ou... un sac de chips. Un sac de chips. Même c'est si déjà vu. Oui. si mon sac est trop plein puis ma tente, je veux la mettre à l'extérieur, tu sais, je suis capable de la mettre comme ça, il n'y a aucun problème. Donc, c'est ça. Ensuite de ça, il y a la grosse poche qui est en avant, qui est la poche que je me passerais sur aucun des sacs à dos, là. Tu sais, la poche un peu élastique qu'on retrouve sur le devant d'un sac à dos. Donc, ça, c'est ma poche un peu fourre-tout de trucs que je veux avoir facile d'accès. Donc, là-dedans, je vais mettre mon imperméable va toujours être là parce que je la veux facile d'accès s'il pleut. Et là, je la sors. J'ai pas besoin d'ouvrir mon sac à dos. J'ai mon imperméable tout de suite prête là. Je vais avoir aussi... je me cherche dans mes notes. Dans le fond, je vais avoir aussi un petit imperméable pour ma caméra parce que si je veux continuer de filmer... Tout ça, c'est comme une petite housse que je mets sur ma caméra qui va être là, facile d'accès. Et je vais avoir mon sac à poubelle qui va être dans cette poche-là aussi. Donc, toutes mes extra poubelles vont être là comme ça. Il y a pas... Si par malchance, il y a aperçu ou quelque chose de même, il est pas avec le reste de mon équipement. Puis, s'il y a des odeurs, ben il est à l'extérieur. Dans cette poche-là aussi, dépendant comment de temps que je pars, donc ça devient quelque chose de récurrent, là, qu'on parle dans plusieurs épisodes, je mange constamment. Donc, si je pars trop longtemps, puis je sais que j'aurai pas de place pour avoir de la nourriture, ben je vais mettre un extra sac avec des bartendes dedans, des choses comme ça, tu sais, des collations, juste parce que ça se peut que ça rentre plus dans la poche interne de 50. Ensuite de ça, mes bretelles. Donc, je vais avoir à droite un inReach d'accrocher, donc mon petit device SOS. J'ai mis après mes bretelles 2 poches, donc une poche de chaque côté. Donc, du côté droit, je vais avoir une bouteille de 500 ml qui est de l'eau facile d'accès. C'est la manière que j'ai trouvé pour moi que je bois le plus. Au lieu de toujours m'étirer pour la bouteille d'eau, j'ai toujours la petite bouteille de course qui est là, que je peux juste à me pencher la tête puis je suis capable de boire sans la retirer, rien de ça. De l'autre côté, je vais avoir une clips pour caméra. Donc, si je suis tanné de traîner ma caméra dans les mains, parce que j'ai toujours ma caméra et mon trépied dans les mains. Donc, si je suis tanné de la traîner ou si j'ai besoin d'extra mains pour, je sais pas, un bout un peu plus abrupt ou quelque chose de même, je prends la caméra, je la clipse après ma bretelle. Comme je disais, j'ai une autre poche là qui va souvent être aussi de l'extra nourriture parce que j'aime faire des grosses distances. Donc, comme je disais, je veux pas avoir accès à ma nourriture dans mon sac. Donc, je vais avoir déjà de la nourriture ici. Ensuite de ça, à la ceinture, ça va être que de la nourriture. Donc là, j'ai les deux côtés. Ouais, les deux côtés, c'est que de la nourriture. Il y a rien d'autre que ça. Là. C'est full, là, le zipper de la misère à fermer. Là, mais... Puis pourtant, j'ai quand même pris les poches sont quand même spacieuses de chaque bord, mais j'ai mon organisation. D'un bord, c'est des barres protéinées. L'autre bord, c'est des gaufrettes avec... j'ai comme... plus des gâteries d'un bord, l'autre bord c'est plus ça soutient plus. En tout cas, fait que, ça c'est mon organisation pour la journée. Puis à l'arrière, en fait de chaque côté, j'ai les 2 grosses poches qui sont
souvent pour mettre de l'eau. Moi, je vais avoir seulement une bouteille d'eau de 1 litre que elle va être pleine ou non, dépendant. Tu sais, si je sais que j'ai facilement accès à de l'eau sur le sentier, mais je vais la garder souvent vide, puis je vais juste y aller 500 ml à la fois. Mais si je sais que j'ai besoin d'un peu plus d'eau, mais c'est là, je vais avoir une bouteille d'eau de 1 litre. Et un système de filtration Be Free. Donc ça va être là. Après ça, ce sac à dos-là, ce que j'aime, comme je dis, je l'ai fait faire custom, mais cette compagnie-là offre, les poches sur le côté sont extrêmement spacieuses, là. Sont énormes. Je pourrais mettre 4 litres de chaque barre si je veux d'eau. Donc, il y a possibilité si j'ai vraiment besoin de beaucoup d'eau, ben, il y a la possibilité de le mettre. Puis ensuite de ça, l'autre chose que je vais avoir, ben, c'est mon bâton de randonnée, parce que je vais avoir un bâton de randonnée dans ma main, puis un autre dans la poche sur le côté, strappé sur le côté, parce que ben j'en ai besoin pour ma tente. Fait que d'un côté, t'as ton eau, puis l'autre côté, t'as ton trépied ou ton piquet. Ouais, exactement. Et dernière chose, pour les adeptes de caméra pis tout ça, j'ai à la taille aussi depuis quelques temps maintenant, là, je cherchais une solution pour avoir accès à mon drone facilement. Donc j'ai maintenant aussi entre mes deux poches de ceinture, un sac banane. Donc là, c'est là que je vais avoir accès à mon drone qui est dans un sac Hyperlite. Donc Hyperlite qui font des sacs étanches avec le zipper étanche aussi. Donc mon drone va être là avec la manette. Ce qui fait que mon but, c'est toujours de documenter mes randonnées, mais ça fait que je peux le faire vraiment rapidement au lieu d'enlever mon sac à dos, prendre le drone, refermer le sac à dos, remettre le sac à dos sur mon dos, puis là, commencer à marcher en filmant. Mais là, je peux juste... Tout est à la taille, j'ai même pas besoin d'arrêter. Tu sais, je démanche le drone en marchant, j'arrête 2 secondes, je le dépose à terre, puis je le fais décoller, puis je continue de marcher en même temps. Donc, c'est le petit truc que j'ai trouvé pour être rapide sur le sentier tout en documentant. Donc, c'est ça. Je pense que ça résume pas mal mon tour de... Oh non, j'ai oublié. Dernière poche. Sur le dessus, j'ai fait ajouter sur le dessus de mon World Top de la poche qui se ferme du sac à dos, la poche principale, il y a un mini zip. Donc, tu sais, venant du monde du sac à dos comme Osprey, que tu sais, ils ont un gros brain sur le dessus, là, donc la grosse pochette on peut quasiment mettre une tente dedans tellement qu'elle est immense, là. Je me suis habitué à cette poche-là, tu sais, avoir accès facile à certaines choses. Donc, quand j'ai fait faire mon sac à dos custom, j'ai fait ajouter ce zipper-là qui donne accès à une mini poche. Il rentre vraiment pas grand-chose, mais c'est un zipper étanche. Donc, là-dedans, je vais mettre mon passeport qui va être lui aussi dans une pochette étanche, que ce soit un Ziploc ou là, j'ai une petite pochette, je pense, C2 Summit, là, tu sais, avec Velcro qui roule. Ça, carte de paiement, permis de conduire, puis genre ma headlamp, là, tu sais, ma lampe frontale, ça va être là comme ça, petite affaire facile d'accès dans une pochette étanche, puis that's it. Donc voilà, ça se résume à ça. De ton bord, Catherine. Excellent, c'était une belle visite, merci. J'étais curieuse aussi de savoir comment t'organisais finalement ta maison sur ton dos. Ben moi, de mon côté, j'ai essayé beaucoup de choses au fil du temps, puis j'ai un système maintenant que je répète à chaque soir, quand on le répète à chaque jour pour plusieurs semaines, ce qui est important, c'est l'efficacité puis l'étanchéité. Donc c'est pas mal éprouvé, puis ça ressemble quand même sensiblement à ce que t'as déjà. Donc j'ai mon sac qui est quand même déjà imperméable, mais par mesure de sécurité, puis surtout sur l'Appalachian Trail où c'est pas sec. J'ai aussi un sac de poubelle transparent que je place à l'intérieur pour garder mes choses doublement au sec. Je fais un peu différent de toi. Le format de mon sac, dans le fond, je fais une galette, moi, avec ma quilt dans un sac étanche. Donc, j'ai un sac étanche, un peu C2 Summit, où ce que je vais compacter le plus possible ma quilt. Puis, je vais vraiment m'asseoir dessus à genoux pour la fermer. Fait que ça fait vraiment une galette, une toute petite galette. Puis, la forme est exactement la forme du fond de mon sac à dos. Okay. Je vais mettre cette galette-là, ma quilt en galette, dans le fond du sac de plastique. Puis, vraiment, au fond, la première chose qui reste dans le fond de mon sac, c'est... moi, c'est mon passeport, ma trousse de premiers soins. Pourquoi ma trousse de premiers soins est dans le fin fond de mon sac? Ben, si j'en ai vraiment besoin,
je vais aussi avoir besoin de beaucoup d'autres items d'urgence. Donc, je vais vider mon sac de toute façon. Donc, ma trousse de premiers soins et mon passeport sont complètement au fond du sac de plastique. Par-dessus, je viens mettre ma galette de, de sac de couchage. Mon matelas de sol que je viens rouler dans un rouleau qui est exactement la largeur de mon sac. Fait que je viens le mettre un peu sur le côté de la galette. Fait que ça vient faire comme la fondation du fond de mon sac. Par-dessus ça, je viens mettre mon sac de nourriture, qui est un sac un peu comme ceux que Montreal fait. Moi, c'est la marque Zipac, mais c'est un peu le même format, excepté que je crois qu'il est un peu plus... Moi, mon sac, là, ULA, j'appelle ça une grosse patate, il est vraiment fait large. Il est pas fait haut et slim, là, comme les sacs Hyperlight. Il est fait un petit peu plus large, un peu plus patate. Ce qui fait que mon sac de nourriture est un peu plus étroit. Fait que je mets mon sac de nourriture par-dessus ma quilt et mon matelas de sol, ce qui fait que ça vient continuer de le compacter parce que mon sac de nourriture, c'est vraiment le gros boulet, là. Quand il faut que je traîne 5 jours de bouffe, c'est lourd, c'est ce qui est le plus lourd. Fait que je viens mettre ça au fond. Ça vient écraser ce qui est au fond, puis il reste de l'espace libre tout autour de mon sac de bouffe. Moi, mes vêtements, donc j'ai des leggings plus chauds, j'ai des bas en polar pour la nuit, j'appelle ça mon linge de ville, là. J'ai toujours comme une paire de shorts et une camisole pour porter quand je fais du lavage. Je viens mettre tous ces vêtements-là je viens compenser l'espace vide autour de mon sac de bouffe et aussi ma veste en duvet, mon manteau de duvet, je viens combler l'espace autour de mon sac de nourriture, fait que ça vient vraiment le tenir et le centrer, là, y donner une bonne structure. Fait que je mets tous mes vêtements en beigne autour de mon sac de bouffe. Puis tout ça est toujours, là, je vous le rappelle, dans le même sac poubelle. Moi, j'ai juste un sac poubelle, contrairement à toi, Alex, qui en gère 2. J'essaie de tout mettre dans le même. Par-dessus tout ça, je viens mettre qu'est-ce qui est plus rigide. Donc, ce que j'ai de rigide, j'ai mon sac d'électronique, un peu comme toi. Mon pot de cuisson, donc j'ai mon pot en titane dans lequel se trouve ma canne de gaz et mon brûleur parce que j'aime ça manger chaud. Qu'est-ce que j'ai d'autre de rigide? J'ai des lunettes aussi parce que je suis myope. Donc mon étui à lunettes. Fait que je viens mettre ces 3 items-là sur le dessus de tout ce gâteau-là. Puis là, je suis prête à fermer mon sac de plastique. Fait que je viens rouler là, mon sac poubelle, puis je viens garder tout ça bien au sec. Puis sur le dessus, la dernière chose que je mets, un peu comme toi, c'est ma tente et mes souliers. J'ai des sandales en fait, mais je me traîne des petits souliers pour le camp puis pour quand je marche en ville. Donc j'ai des sandales Teva en mousse. Fait que c'est les 2 choses les plus sales, ma tente et mes sandales. Je viens les mettre par-dessus le sac que j'ai bien roulé. Sur le dessus de mon sac, puis là, je viens rouler le top de mon sac, puis je le referme. Donc ça vient faire, dans le fond, le compartiment principal, la poche principale de mon sac est bien pleine. Sur le top, une fois que j'ai roulé le dessus de mon sac, ça vient faire un petit top un peu plat. Mon sac, comme je dis, c'est comme une grosse patate, fait que quand je le ferme, il y a un petit plat sur le dessus. Je me traîne toujours un morceau de matelas de sol en mousse. Tu sais, les modèles qui se plient, là, en accordéon. J'entraîne tout le temps un tiers, donc j'avais 6 panneaux. Au lieu de traîner tout le matelas au complet, parce que c'est pas ça que j'ai comme matelas de sol, j'ai un matelas gonflable, mais j'appelle ça mon matelas de sieste. Là. Je me traîne juste assez long pour que ça couvre de la tête aux fesses, pour que je puisse m'étendre quand je m'arrête prendre une pause. Fait que c'est plus gros là qu'un petit pad en mousse, c'est un petit peu un luxe, mais j'aime ça moi, m'étendre dans la forêt, prendre des siestes puis quand même rester propre. Donc j'ai ce matelas là que je viens mettre sur le top de mon sac. Fait qu'on le voit ces photos là. Ça fait un bon backup aussi là si quand l'autre il perce là. Exact, j'ai toujours cette peur là que mon matelas gonflable perce. Fait que j'ai toujours ça comme en cas d'urgence, là, je peux au moins dormir sur mon mini matelas en mousse qui est sur le top de mon sac. Fait que ça fait le corps du sac. J'ai aussi la grande poche élastique dont non plus je m'en passerai pas, là, c'est comme un essentiel fourre-tout. La poche avant. Moi, ce que je mets dans ma poche avant, même chose que toi, mon imperméable est toujours dans le fond de la poche avant. Je me traîne aussi un morceau de Tyvek, les recouvrements étanches pour maison. Là, j'ai un rectangle que j'utilise comme bâche de sol pour protéger ma tente parce que je me promène sur quand même un long territoire puis je peux pas toujours prévoir sur quoi je vais être obligé de mettre ma tente. Fait que je traîne quand même un morceau de Tyvek que je roule et je glisse dans cette poche avant. Mes piquets de tente sont glissés là-dedans aussi. Mon kit à caca, donc toujours à portée de main en cas d'urgence, j'ai un Ziploc avec une petite pelle,
une petite bouteille de Purell, mon bidet, on pourra en reparler dans un épisode qui parle de l'hygiène, là, et quelques papiers de toilette. Donc, j'ai ça à porter dans ma poche avant. Je mets aussi, comme toi, mon sac de poubelle. Donc, mes poubelles sont toujours là. Comme ça, si je mange des bars pendant la journée, mes déchets, je peux les mettre facilement dans mon Ziploc à poubelle qui va se retrouver dans la poche avant. Fait que ça fait le tour de l'inventaire de ma poche avant. J'ai aussi les 2 sacs de ceinture. Moi, j'ai pas de pochette aux épaules. Je fais pas non plus de photos. Fait que mon système est un peu différent. Donc, j'ai 2 poches de ceinture comme le tien, mais au lieu de mettre de la nourriture dans ces poches-là, d'un côté, j'ai mon Spot. Fait que c'est pas un Garmin que j'ai. Moi, j'ai un plus vieil appareil que je vais utiliser jusqu'à temps qu'il fonctionne plus. Donc, mon satellite d'urgence est dans une des poches de côté avec mon petit canif multi-usage. Puis dans l'autre poche de côté, c'est vraiment mon kit d'hygiène. J'aime ça me brosser les dents en marchant. Donc, ouais, j'ai tout mon kit d'hygiène dans ma poche de ceinture gauche. Donc, ma pâte à dents, ma brosse à dents, une mini brosse à cheveux. J'ai de la crème antifongique pour les pieds, j'ai des élastiques à cheveux, donc j'ai ma poche de gauche, c'est vraiment ma poche d'hygiène. Et je traîne un sac banane. Fait que moi, c'est pas un drone que j'ai dans mon sac banane, c'est ma bouffe pour la journée. Fait que, comme toi, mon sac de bouffe, il est complètement enterré dans la poche principale de mon sac à dos. Fait que mon but, c'est de ne pas y toucher pendant toute la journée pour être plus efficace. Donc, j'ai pas jamais à ouvrir mon sac, un peu comme ta technique. Je n'ouvre pas mon sac pendant le jour. Toute ma nourriture pour la journée, mon deuxième déjeuner, mon lunch, mes collations sont toutes dans mon sac banane, mon sac de taille, ainsi que mon cellulaire. Il y a comme une poche à l'arrière, près de mon ventre, où ce que je viens glisser mon cellulaire. Fait que c'est ce que j'ai là dans mon sac banane. Mon portefeuille dans mon sac banane aussi. Donc, mes cartes de paiement et tout ça, je les garde à porter. Puis mon sac banane me sert de sacoche quand je suis en ville. Je laisse mon gros sac à dos, mettons, à l'auberge. Je peux aller me promener en ville avec juste mon sac de taille, avec mon portefeuille et mes essentiels. C'est extrêmement pratique. Je fais la même chose. Tu sais, si tu prends l'avion aussi à l'aéroport, c'est pratique à avoir, là. C'est notre sacoche. Ouais, exact. Ouais. Je pense que ça fait le tour de la visite de ma maison. J'avais-tu d'autres choses à mentionner? Non, c'est pas mal ça. Tes pochettes de côté, tu mets quoi dedans? Ben, les pochettes de côté, j'en ai parlé, là. D'un côté, c'est mon satellite d'urgence. Donc, moi, j'ai pas de Garmin. Pas sur le jeu. Ah, c'est vrai. Écoute, arrière. Les poches. Oui, les poches, oui, vraiment sur le côté du sac, là. Oui. Ben oui, je les ai complètement oubliés. Ben, d'un côté, j'ai mon eau, et aussi mon filtre Be Free, qui est maintenant un hybride parce que mon Be Free s'est bloqué. J'ai acheté un Sawyer, puis je l'ai vissé sur la poche de Be Free. Okay. Fait que j'ai un Be Sawyer Squeeze Free maintenant. Donc, j'ai ça d'un côté. Donc, d'un côté, j'ai une bouteille d'1 litre et de l'autre côté, j'ai une bouteille de 700 millilitres avec le bouchon, plus facile à boire, là, qu'on n'a pas obligé de dévisser, là. Ouais. J'ai un petit peu plus de contenance d'eau présentement parce que je viens de traverser un bout de l'Appalachian Trail qui est très sec. Fait que j'aimais mieux avoir une capacité de plus de 2 litres, là. Parce qu'il y a des nuits où ce qu'on allait, il y a vraiment des abris où ce que la source est complètement tarie, donc à sec. Fait qu'il fallait prendre son eau, la traîner jusqu'à l'abri, puis rester là jusqu'au lendemain, déjeuner, souper, avoir son eau pour la matinée, puis se rendre jusqu'à la prochaine source. Fait que j'avais vraiment 1 litre d'un côté, 700 de l'autre côté, puis mon filtre peut contenir un autre litre. Fait que ça m'a suffi pour tout ça. J'ai aussi un parapluie que j'avais trouvé dans un abri vraiment au début là, je pense que je l'avais mentionné. Donc c'était pas mon intention de traîner un parapluie de backpacking parce que c'est vraiment un parapluie fait pour la longue randonnée, il est ultra léger. Je l'ai gardé puis je le mets dans une des 2 poches de côté de la bouteille que je me sers le moins. Fait qu'il est glissé là, puis il est vraiment facile à dégainer. J'ai juste à tendre la main vers l'arrière puis je le dégaine comme une épée quand il se met à pleuvoir. Ça m'a sauvé des averses plus d'une fois là sur l'Appalachian Trail. Fait que c'est pas mal ça pour les 2 poches de côté arrière. Ouais, parce que ça, c'est le but, c'est un peu comme l'imperméable. La raison pourquoi on le met à l'extérieur, c'est que quand il commence à mouiller, on veut avoir ça facile d'accès. Très facilement. Tu m'as fait penser, en fait, j'ai oublié 2 choses dans mon truc. Trousse de premier soin, je l'ai pas mentionné, mais elle est dans mon petit sac d'hygiène, donc avec ma brosse à dents et tout ça, j'ai ma trousse qui va être là. Puis mes piquets de tente vont être, comme toi aussi, dans la poche élastique, mais de la manière que mon sac à dos il est fait,
Comme je dis, je l'ai fait faire sur mesure, donc j'ai une grosse poche, la grosse poche comme classique que tout le monde a, mais dans cette poche-là, il y a une demi-poche. Donc, par là, je veux dire, c'est que entre cette poche-là puis le sac à dos, j'ai une poche de comme environ, je dirais, 3 pouces de profond qui est juste dessus avec encore un petit matériau élastique. Donc, il rentre pas grand-chose dans cette poche-là, mais tu sais, elle est vraiment très serrée contre le sac à dos. Fait que c'est là-dedans, je vais mettre comme les piquets vont être là. C'est des petites affaires que je veux qu'ils restent sur le dessus et non que j'aille à fouiller dans le fond de cette poche-là puis que j'y retrouve plus. Donc, j'ai cette petite poche-là. Donc, c'est ça. C'est les 2 petites choses que j'avais oublié de mentionner. Ton chaudron, je vais te demander, où est-ce qu'il est placé dans ton... Est-ce que tu as un chaudron? Non. Ouais. On en reparlera dans un épisode sur la nourriture, là. Non, je ne traîne pas ça. À suivre pour les explications dans un autre épisode. À suivre. On garde du mystère. Oui, faut se garder des sujets. Là. Parce que là, on vient de créer 1000 sujets. On n'est pas rentré dans le détail de chaque pièce d'équipement. Ouais, on en a effleuré beaucoup, là. Ouais. On voulait juste vraiment vous faire le tour de nos sacs à dos pour que vous compreniez l'organisation. Et il y a pas de bonne façon ou de mauvaise façon de pacter son sac. Mais au fil du temps, on développe des trucs à force de l'utiliser, puis on se trouve notre propre routine là, pour remplir nos sacs. Moi, le mien, c'est vraiment devenu à l'aveugle. Là, je peux avoir les yeux fermés, puis je remplis mon sac toujours de la même façon. Ça devient notre routine. Là. C'est ça, en fait, c'est de trouver sa manière. Premièrement, on va tout avoir un sac à dos différent, avec des zips à telle place, ou juste comme le sac à dos que moi et Catherine on vient de parler, que c'est juste un top. Tu peux juste mettre le stock par là dessus puis that's it. Donc par rapport à ce que t'as, ben tu vas trouver ta manière de pacter. Par rapport à la grosseur, tu vas trouver aussi on parlait de sacs qu'on met à l'intérieur ou des choses comme ça pour diviser. Mais dépendant du sac à dos que t'as, de la manière qui est faite, ben ça se peut que tu trouves moi ce sac étanche là, il fit parfait dans mon sac, c'est lui que j'utilise. Donc c'est toutes des choses. Il y a un peu d'essai-erreur là-dedans, puis c'est beaucoup à expérimenter que tu vas partir une fois en backpacking, tu vas faire OK, mais en fin de compte, cette affaire-là, je l'utilise presque pas. Je vais le mettre un peu plus bas dans le sac à dos. En ce moment, à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, je fais juste le tasser. Donc, c'est expérimenter, puis vous allez trouver votre manière. Mais là, on vient juste de vous dire une petite base de la manière qu'on l'utilise, puis après ça, ben, trouvez la vôtre avec ça. Exactement. Puis quand même un truc qui est récurrent, parce que je trouve des items perdus sur le sentier. Des gens perdent leur tente. Oui, j'ai vu des tentes, j'ai vu des piquets, j'ai vu des gourdes. J'ai trouvé une belle gourde avec un filtre Be Free avant hier. Je vais être comme yes, un filtre. Fait que j'ai un filtre d'urgence maintenant parce que j'ai pas retrouvé le propriétaire. Les gens perdent des items parce que souvent vont les attacher à l'extérieur de leur sac. Ouais. Soit sur des bandes élastiques, ou des paires de bas, des bas orphelins partout sur le sentier, parce que les gens font sécher leurs bas sur les straps élastiques de leur sac, puis on s'accroche dans les branches, on finit par les perdre. Fait que vraiment, mon gros truc, là, c'est éviter d'avoir des choses qui pendent sur votre sac, parce que c'est grâce à ça qu'on perd des items. C'est vraiment, j'en trouve partout sur le sentier, puis les gens perdent leurs choses là, quand ils essaient de les accrocher à l'extérieur du sac. Essayez de contenir le plus possible ou d'utiliser les straps comme la tienne là, sur le dessus, qui sont vraiment plus sécures. Là. Ouais, exact. Donc, ça résume cet épisode. C'était un épisode un peu plus... je crois un peu plus rapide là. Si je check le temps, on a un temps d'habitude en fait. Donc on va vous revenir avec d'autres épisodes. On a encore plein de sujets en tête, puis on a aussi des invités en tête là. C'est encore un peu dur à planifier des fois, surtout des invités là. Tu sais, c'est pas qu'on a un manque d'invités en tête ou qu'on n'a pas rentré on n'a pas eu des échanges avec certains invités. C'est juste que en ce moment, c'est dur à organiser des fois l'horaire au travers la trail, l'invité qui a un horaire aussi, moi qui a un horaire. Donc, à 3, ça devient dur. Puis c'est surtout, avec Catherine, c'est un peu imprévisible de quand est-ce qu'elle va avoir du réseau parfois. Et du réseau de qualité, parce que c'est pas garanti que je suis dans un hostel, que je vais avoir un Wi-Fi qui est suffisant pour enregistrer un épisode. Fait que c'est très difficile de mon côté à planifier, parce que je peux pas appeler les auberges à l'avance, dire « Avez-vous un Wi-Fi? » Ils vont me dire oui.
Mais Ouais. souvent, on essaye, on fait des tentatives d'épisodes, puis ça, faut reporter ça à la ville d'après. Ouais, ça, il y a des Malheureusement. épisodes qu'on a commencé puis qu'on a juste abandonné parce que à chaque 5 minutes, le Wi-Fi lâchait ou des choses comme ça. Donc, c'est Écoute, un peu ça me donne- d'arrière-plan. Ça me donne une raison pour avoir hâte à mon retour. Pour information, il me reste à peu près 7 semaines sur le sentier. Fait que gardez espoir, Ouh! on va pouvoir avoir une meilleure stabilité dans nos épisodes dès mon retour. Ouais, 7 semaines. Fait que c'est excitant, mais c'est inquiétant à la fois. Donc, Parce que t'as passé la moitié, là. Ah, ça fait longtemps que j'ai passé la moitié. Là, il me reste 49 jours à peu près. Wow. Plus ou moins, si je fais la distance qui reste divisée par ma moyenne de kilomètres. Là. Fait que c'est vraiment un estimé, là, mais ça sent... je vais passer les 2 tiers bientôt. Cool. Donc, Puis oui, ça va être plus facile pour la suite. Puis la qualité va augmenter parce que là, pour un autre petit behind the scenes, c'est moi qui fais le montage ici à la maison. Puis il y a pas un épisode que il y a pas un micro qui coupe, que mettons Catherine elle se déconnecte pour une raison quelconque à cause du Wi-Fi ou l'application à plante, des choses comme ça. Fait que ça devient une pas pire logistique pour moi de faire le montage à la maison. Puis après ça, ben on a 2 micros différents si vous l'entendez dans le son. Donc quand on va être une fois les 2 à la même place, ça va être on va augmenter la qualité à ce niveau-là. Là. Mais ça, on en avait déjà parlé. Donc, lâche pas le beau travail de montage. Franchement, merci. À distance, je peux pas faire grand-chose, là, mais c'est Alex qui tient la barre. Là. Donc, mais, courage, j'arrive. Avec plaisir. Puis ben, merci à toutes vous qui écoutez le podcast, qui nous laissez des reviews. Vous pouvez laisser des reviews sur Spotify, Apple... peu importe, partagez ça sur vos réseaux sociaux comme qui vous tente. Vous nous aidez extrêmement à faire connaître ça. Puis vos commentaires sont juste malades. Là. On en reçoit toutes les semaines vous venez nous découvrir ou que vous avez écouté la dernière épisode vu que vous avez adoré. Donc un énorme merci. Puis on se revoit dans la prochaine épisode. À la prochaine. Bye.